Donc on va passer à la prochaine communication. On a pris un peu de retard. Je ne sais pas, est-ce que je dois être fiscale avec les intervenants? On a le droit d'être un peu en retard. Et donc je vais présenter Juliette Tinré-Chevsik. Vous me corrigez si je me trompe. Qui est une ancienne élève de l'école du Louvre. Donc, elle a mené 2 mémoires de recherche en égyptologie. Donc, on passe maintenant du côté de l'Égypte. Et s'est notamment intéressée à l'histoire de la restauration des peintures murales et des cercueils en bois polychrome. Et lauréate en 2011 du concours de conservateur du patrimoine, donc spécialité Ville de Paris. Et après sa période de formation à l'INP, Juliette donc, a été pendant 4 ans directrice adjointe chargée des collections dans l'établissement Paris Musée et est désormais en congé de formation pour poursuivre sa thèse de doctorat sur les collections d'Henry Salt, consul d'Angleterre en Égypte en 1816, dont les ventes successives ont notamment enrichi dans la première moitié du XIXe siècle les collections du Louvre et du British Museum. Donc, elle est l'auteure d'articles relatifs à l'histoire de la restauration et des collections égyptiennes au XIXe siècle et a aussi co-organisé en 2015 un colloque international à l'école du Louvre sur l'objet égyptien, source de recherche. Et donc, Juliette va nous parler aujourd'hui des ventes d'antiquités égyptiennes, les marchés londoniens et parisiens dans la première moitié du XIXe siècle. Merci beaucoup. Donc, j'ai choisi aujourd'hui de vous parler des places parisiennes et londoniennes, donc, en raison de l'origine de mon intérêt pour le marché des antiquités égyptiennes au XIXe siècle, qui a été évoqué dans cette présentation, puisque j'étudie actuellement les collections formées par le consul britannique Henry Salt entre 1816 et sa mort en 1827. Et des collections donc, qui ont été dispersées effectivement en 3 ensembles, le premier vendu au British Museum, le deuxième au Louvre et le troisième dispersé en vente publique en 1835 à Londres. Donc c'est pour cette raison que je m'intéresse dans le cadre de l'histoire des collections à la fois au contexte parisien et au contexte londonien. Et il me semble intéressant de mettre les deux contextes en regard. Donc je vais me concentrer sur les ventes aux enchères bien sûr, mais en gardant toujours un œil aussi sur les ventes directes, ventes en bloc à des musées européens qui se font de manière concomitante et qu'on ne peut pas laisser de côté sur ce sujet, je pense. Et je parlerai plus en détail d'un moment particulier pour le marché des antiquités égyptiennes que furent les années 1830 à Londres. Donc j'ai choisi de faire un panorama assez général, donc je ne vais pas pouvoir entrer dans le détail de tous les sujets, donc vous m'excuserez de survoler certains points, mais l'idée c'est vraiment d'avoir un panorama assez général sur ce marché à Londres et à Paris pendant la période considérée. Donc, je vais commencer par un petit aperçu des ventes d'objets égyptiens repérés pour la période. Donc, dès les années 1810, on l'a évoqué à de nombreuses reprises dans les communications précédentes, on peut repérer dans des collections, dans des ventes de collections d'antiquités, des antiquités égyptiennes. Donc, il s'agit souvent d'une petite partie seulement de la collection. Par exemple, 39 lots, dont seulement 21 d'ailleurs sont des originaux, les autres étant des copies d'objets égyptiens chez Choiseul-Gouffier, sur un total de 524 lots. Du Fourni en 1819, seulement 7 lots. Elle est pourtant répertoriée effectivement dans les ventes d'antiquités égyptiennes, mais c'est très peu de lots. Griveaux de Lavincelle en 1820, un peu plus importante cette fois, avec 61 lots sur 497. Donc ces quelques collectionneurs et d'autres qu'on rencontre à cette période n'ont la plupart du temps jamais voyagé en Égypte. Pardon, on dit que je ne parle pas assez dans le micro. Donc ils n'ont jamais voyagé en Égypte et ils ont constitué leur collection d'objets égyptiens en France ou à Rome. On remarque également la présence de petits objets égyptiens dans des collections qui ont été rapportées en France par les membres de l'expédition d'Égypte. C'est le cas par exemple de la vente Castex en 1822. Donc on a ces deux profils.
une vente d'objets exclusivement égyptiens se tint par contre à Paris en 1822, donc elle a déjà été évoquée également dans la communication sur Dubois. C'est la vente de la collection de Sauveur Fortuné Thédna Duvent, donc le fils du diplomate Pierre-Paul Thédna Duvent, qui était... ce fils s'est trouvé en Égypte en 1820-1821 et essentiellement en Haute-Égypte a collecté un certain nombre d'objets. Donc la collection est relativement modeste en termes de nombre d'objets puisqu'elle ne comprend que 85 objets, mais comme ça a été dit également, la préface de l'introduction en salue la variété puisque les objets sont vraiment de nature très diverse et ils étaient donc groupés en 4 catégories par Dubois. Donc sculptures, manuscrits sur papier, objets qui ont servi aux cérémonies du culte ou aux usages de la vie domestique, momies et leurs cercueils et tabernacles. Enfin, l'une des ventes d'envergure à cette période dans le domaine des antiquités est celle de la collection réunie par Vivant Denon, donc bien connue, également dans la discipline égyptologique bien sûr. Et lors de cette vente, après décès en 1826, 265 lots sur 1390 sont égyptiens et donc correspondent à des objets qu'il a collectés sur place lors de l'expédition. Donc on a ici un échantillon varié des productions égyptiennes, donc non seulement de la sculpture, des figurines et des statuettes en matériaux divers comme des bronzes, des amulettes et scarabées, mais aussi des stèles, des masques en bois provenant de cercueils de momies, des papieries et des objets divers comme de la vannerie. À Londres, je n'ai pas pu identifier, a priori, il n'est pas répertorié pour les années 1820 de ventes majeures d'antiquités égyptiennes, donc certainement des objets égyptiens dispersés dans des collections composites. Et donc la première vente de grande ampleur qui se tient à Londres eut lieu le 15 et 16 mars 1833. Elle est décrite comme extraordinaire dans la presse de l'époque et est vendue à l'époque de manière anonyme. Donc, il s'agissait en réalité de la collection de John Barker, un diplomate qui eut des charges consulaires en Égypte de 1825 à 1833, après avoir été en Syrie, et qui a succédé donc à Henry Salt comme consul général. Il a été officiellement nommé le 30 juin 1829, après avoir assuré l'intérim au décès soudain de Salt en 1827. Donc, cette vente Barker a parfois été attribuée par le passé à Henry Salt, mais un document d'archives conservé à la British Library que j'ai eu la chance de découvrir il y a quelques années permet sans aucun doute de l'attribuer à Barker, qu'il s'agit d'une lettre que le docteur John Lee adresse à l'un des consuls à l'un des fils du consul Barker, William Burkhard Barker, en juillet 1833, et dans laquelle il indique notamment à ce fils Barker que les objets se sont remarquablement bien vendus lors de la vente de son père. Dans cette même lettre, John Lee évoque la vente après décès de la collection de Maria Laboratory en mai 1833, qu'il s'agit d'une collection plus modeste, dont les objets se sont moins bien vendus, selon Lee. Et Madame Laboratory tenait cette collection de son défunt mari, un marchand de Trieste, qui a vécu en Égypte de 1818 jusqu'à sa mort en 1822, et qui notamment suppléait Salt dans ses fonctions lorsque le consul était absent du Caire. Plus modeste, mais tout de même 373 lots, donc une collection également assez variée dans son contenu. Mais la principale collection vendue dans ces années 1830 fut indubitablement la troisième collection Salt, vendue pendant 9 jours ouvrés consécutifs en juin-juillet 1835. Et donc c'est le reliquat des objets collectés par le consul Henry Salt et ses agents entre 1825 et 1827, puisque 1825 c'est le moment où la deuxième collection est envoyée à Livourne, celle qui sera achetée par Champollion. Donc elle contient 1270 lots d'antiquités égyptiennes et donc de catégories très variées, et le British Museum se porta acquéreur de nombreux lots lors de cette vente. L'événement de l'année suivante, 1836, dans la communauté des amateurs d'Égypte ancienne, ce fut la vente de la collection réunie par James Burton,
un Anglais qui séjourna en Égypte assez longuement. Et donc cette collection a été également enrichie par Burton d'achats effectués dans des ventes publiques, notamment lors de la vente Salt en 1835. Également dans cette vente, de nombreux objets achetés par le British Museum. D'autres ventes, bien sûr, vont se produire sur le marché londonien dans les années 1830-1840, notamment les 3 ventes des collections de Giovanni d'Atanasi, l'agent de terrain pour la Haute-Égypte de Salt, puis de Barker, donc ventes qui ont lieu en 1836. 1836, 1837 et 1845. Donc on ne connaît pas bien les modalités de partage en fait, des antiquités découvertes par d'Atanasi. On sait simplement qu'il était effectivement sous contrat avec Salt et donc que les pièces les plus prestigieuses lui étaient réservées. Donc ces ventes d'Atanasi ont eu un succès moindre, surtout la première, celle de 1836, on trouve très peu de choses. Et ce sont des objets de plus petite taille généralement. Donc ces ventes et le devenir des différents lots, comme nous avons pu le voir aussi sur les collections d'antiquités classiques, sont documentés par plusieurs outils. Et pour les ventes anglaises en particulier, les outils que j'utilise, ce sont donc des catalogues de vente annotés et des comptes rendus qui sont faits dans la presse de l'époque. Donc ces comptes rendus permettent d'apprécier la réception qui était faite à ces objets lors des ventes publiques, quels objets étaient les plus prisés, ce que reflète aussi bien sûr le montant des différentes adjudications, et permettent également de confirmer les acheteurs de certains lots, puisque les annotations manuscrites sont parfois un peu difficiles à déchiffrer. Pardon. Donc je vais maintenant me pencher un peu plus en détail, de manière globale, on va dire, sur les profils de ces collectionneurs d'antiquités égyptiennes. Donc en France, tout au long de la période considérée, on voit que les antiquités égyptiennes qui passent en vente publique constituent, sauf exception, une partie seulement de collections plus diversifiées, possédées principalement par de riches amateurs. Donc ces collections témoignent vraiment, à mon sens, de la perpétuation de l'esprit antiquaire développé au XVIIIe siècle. Donc le mot est utilisé ici dans la définition de Diderot dans l'encyclopédie. Donc l'antiquaire est une personne qui s'occupe de la recherche et de l'étude des monuments de l'Antiquité, comme les anciennes médailles, les livres, les statues, les sculptures, les inscriptions. En un mot, ce qui peut lui donner des lumières à ce sujet. Donc c'est en particulier, je pense, le cas pour ceux qui ont acquis leur collection égyptienne à l'occasion d'un séjour égyptien, mais pas uniquement. Donc si on s'intéresse aux collections exclusivement égyptiennes, on constate qu'elles sont majoritairement le fait de diplomates, comme Bernardino Drovetti, Jean-François Mimot, ou de personnes officiellement missionnées par la France, comme pouvait l'être Frédéric Caillot. Enfin, Mimot avait également d'autres antiquités, mais quand même un très grand nombre d'antiquités égyptiennes. Donc il se trouve que ces collections ont quasiment toutes été achetées en bloc par les musées, comme les 2 premières collections Salt également, et sortent donc du périmètre de notre étude aujourd'hui sur les ventes d'antiques. Donc l'exception est la collection Thédna du Vent, et qui correspond en fait à une anomalie dans le paysage parisien. Donc on l'a vu, c'est une vente aux enchères qui a eu lieu puisque Thédna du Vent n'a pas réussi à convaincre le Louvre d'acheter sa collection. Et c'est la seule, avec les objets de Vivant Denon, c'est la seule vente aux enchères d'antiquités exclusivement égyptienne sur le marché parisien que j'ai pu identifier pour cette période. Donc de la même manière, Jean-François Mimot, qui était resté en Égypte de 1828 à 1837, meurt de manière soudaine à son retour en France, et sa collection qui comporte des objets égyptiens est dispersée en vente publique, mais on imagine qu'il aurait certainement essayé de la vendre en bloc au musée du Louvre à son retour. Donc si on étudie en détail les vendeurs, mais aussi les acheteurs récurrents de ces différentes ventes, on peut voir qu'en Grande-Bretagne également, une haute extraction sociale, bien sûr, est un point commun à nombre de ces collectionneurs, mais pas uniquement. Donc on a aussi à leur côté, comme pour la France, des personnes qui ont, souvent pour des raisons professionnelles, passé de nombreuses années en Égypte et ont réuni leur collection à cette occasion.
au premier rang desquels les consuls, bien entendu, donc Salt et Barker, leur agent Giovanni d'Atanasi. Donc ce sont eux qui vendent leur collection de leur vivant et qui ont collecté, on peut dire, dans l'optique de revendre, ou en tout cas dans l'optique d'enrichir les collections d'un musée, et non pour leur compte propre. Chez les autres collectionneurs, la vente publique volontaire, on va dire, est rare à cette période. Et elle est souvent organisée pour des raisons financières, comme on l'a évoqué ce matin. Donc c'est par exemple pour l'Égypte ancienne le cas de James Burton, qui, déshérité par sa famille, doit vendre la sienne en 1836 pour recouvrer ses dettes. On retrouvera également des ventes aux enchères de prestigieuses collections de la première moitié du XIXe siècle, après le décès du collectionneur d'origine, effectuées par les descendants, souvent lorsque le domaine familial rencontre des difficultés financières. Donc la vente de la collection Annesley, comte de Mount Norris en 1852, qui était le protecteur de Salt, ou la vente de la collection Robert Hay en 1868. Ainsi, on constate que dans les collections d'aristocrates britanniques comme en France, l'Égypte n'est parfois qu'une composante parmi d'autres de la collection, contrairement aux collections qui sont réunies sur le terrain par des hommes de terrain pour rejoindre un musée ou pour la vente. Mais ces deux phénomènes ne sont pas aussi tranchés que cela, parce qu'on voit également émerger au sein de la noblesse et de la gentry anglaise à cette époque de véritables passionnés de l'Égypte ancienne qui associent à leur pratique de collecte une activité scientifique plus ou moins reconnue. Donc le noyau de ces grandes collections privées a parfois été collecté directement sur le terrain. C'est le cas par exemple de Lord Prudhoe, William Jones Banks ou Lord Belmore pour les plus connus. Donc certains s'impliquent dans des sociétés savantes ou poussent leur passion jusqu'à une spécialisation avancée. Parmi ceux-ci, il faut inclure également des non-aristocrates, mais des bourgeois fortunés qui disposent d'une fortune suffisante pour se consacrer à leur passion. Donc, le plus éminent exemple étant, sans nul doute, Sir John Gardner Wilkinson, considéré comme le père de l'égyptologie britannique. Donc cette vogue véritablement de l'Égypte ancienne en Angleterre à cette période doit être envisagée à la lumière de plusieurs paramètres, notamment, bien sûr, l'importance du grand tour et du voyage en Égypte pour l'aristocratie et la gentry anglaise à cette époque, bien plus développée qu'en France. On a, dans tous les récits de voyageurs, on voit que les Anglais sont vraiment très très nombreux et prédominants sur le terrain par rapport aux voyageurs d'autres nationalités. Aussi une plus grande perméabilité, même si ce que vient d'expliquer Negin peut aussi moduler cela, mais une plus grande perméabilité, en tout cas dans le modèle du domaine privé et domaine public en Angleterre, notamment le mode de gouvernance du British Museum via les trustees, qui fait que les liens sont très étroits souvent entre les communautés de collectionneurs, de savants et le musée. Le contexte politique, enfin, puisque à cette période, alors que la France a connu la Révolution à la fin du XVIIIe siècle, l'Angleterre accueillait les ventes aux enchères de prestigieuses collections de l'aristocratie française. Et le paysage culturel anglais est toujours resté bien plus dispersé qu'en France, où il y a eu cette volonté de centralisation avec le Louvre, donc comme Quatremère de Quincy le déplorait par exemple à la fin du XVIIIe siècle. Donc là c'est Antiquité classique plutôt, mais le constat est le même, c'est-à-dire voilà, ce pays n'a pas de collection dominante. Ces richesses sont éparpillées dans tous les châteaux. Il vous faut aller dans tous les comtés, faire plusieurs centaines de lieues pour voir ces recueils partiels. Penchons-nous à présent sur les caractéristiques de ces ventes d'antiquités égyptiennes. En dehors de leur spécialisation donc, sur les objets égyptiens qui caractérisent ces grandes collections qui passent en vente à Londres dans les années 1830, c'est sans nul doute également leur grand nombre d'objets et leur variété qu'il faut mettre en avant. Donc, si les collections Choiseul-Gouffier, Dufourny et Griveau de la Vincelle ne comportaient qu'un nombre restreint de typologies, donc des sculptures, figurines dans des matériaux divers, des scarabées et des amulettes, la seule exception notable étant un bras de momie dans la collection de Griveau de la Vincelle. Sinon, ce sont des objets assez de typologie peu variée. Les collections Vivant de Nom et Thédna du Vent présentent déjà un caractère plus diversifié.
avec Drovetti et Salt, pionniers de la vague des grandes collections à cette période, elles prennent une ampleur véritablement démesurée. Donc ces deux consuls étaient persuadés d'agir dans l'intérêt de leur pays et donc de travailler à la collecte d'objets destinés à enrichir leur musée national respectif, Louvre pour Drovetti, British Museum pour Salt. Donc, comme on le sait, ça ne se passera pas exactement comme ça. Et les difficultés qu'ils rencontrèrent, de la même manière, les difficultés que rencontrèrent d'autres particuliers qui ont souhaité les imiter, comme Giuseppe Passalacqua, à vendre ses collections en bloc au Grand Musée, a pu faire croire que la vague allait se tarir rapidement. L'offre, en réalité, se tarit avant la demande, suite à la législation restreignant l'exportation des antiquités que mit en place Mohamed Ali dès 1835. Donc je vais accélérer un peu, je vais passer certaines diapositives. Donc on a effectivement des traces, des questionnements qui émergent sur le fait est-ce que le marché est saturé ou non, puisque ces grandes ventes constituent quand même... créer une saturation auprès des grands musées qui ont dépensé de larges sommes. Mais il semble bien que la vogue des objets égyptiens soit bel et bien présente dans les années 1830 à Londres. Je vais donc passer à cette question de la valeur des antiquités. Attendez, excusez-moi, parce que du coup j'accélère et je me perds dans mes notes. Excusez-moi. Voilà. Je voulais évoquer l'introduction du catalogue Laboratory, dans lequel l'auteur prend donc les collections de Drovetti et Salt comme référence, mais il souligne également la particularité de cette collection, qui est d'être composée d'objets de taille et de poids portables. Donc on peut imaginer ici des objets parfaitement adaptés à des particuliers. C'est un souci qui émerge à cette période par différents éléments, d'une volonté peut-être des collectionneurs de se conformer au goût du marché, ou en tout cas aux choses qui sont demandées dans les pays respectifs. Par exemple, Lee, quand il écrit au fils Barker, donc dans cette même lettre que j'ai mentionnée, indique qu'il serait utile pour les prochaines ventes qu'on donne davantage d'informations sur le contexte de découverte, la provenance, les modalités de la découverte, ce qui est demandé. Quand Salt s'apprête à expédier sa troisième collection en Europe avant sa mort, il indique que cette collection conviendrait particulièrement à l'Angleterre, dans la mesure où elle contient ce que les Anglais recherchent et qu'elle ne contient pas ce qu'ils ont déjà. Donc cette préoccupation apparaît clairement. La question aussi qui se pose, c'est comment assigner une valeur à cette époque aux antiquités égyptiennes. Donc les transactions qui existent autour des ventes en bloc de collections permettent aussi de documenter cela. Donc notamment, on peut regarder avec intérêt les réflexions de Caspar Jacob Christian Ruyvens, le conservateur du Rijksmuseum van Oudheden de Leyde, qui en 1827 utilise le comparatif des collections, première collection Drovetti et deuxième collection Salt, pour fixer le prix de la collection du consul Anastasie. Il regarde bien entendu le nombre de statues, donc le granit et le porphyre sont plus cotés que le calcaire. Ensuite, il regarde le nombre de papyrus, qui sont les objets précieux pour les savants, et aussi le nombre de momies et de cercueils. Mais surtout, il développe une prise de position intéressante sur la manière de déterminer ce prix des antiquités égyptiennes, en soulignant l'importance de ne pas utiliser l'échelle de la valeur qui existe pour les antiquités grecques ou romaines, et en posant vraiment la question de comment fixer un prix dans la mesure où la science, la discipline égyptologique est si jeune et on connaît si mal ces objets. Donc, a posteriori, ce qu'il est intéressant à mon sens de faire, c'est de regarder les montants des adjudications, donc pour comprendre plus précisément quels objets étaient les plus recherchés et donc quels étaient les critères de choix. Donc, je vous ai mis ici quelques exemples donc, de statues vendues lors de la vente Salt de 1835.
Donc, à titre de comparaison, j'ai noté donc, pour comparer les prix indiqués, que le loyer moyen hebdomadaire d'une famille d'ouvriers à cette époque était de 2 shillings 11 pence. Donc pour rappel, 20 shillings valent 1 livre et 20 pence valent 1 shilling. Donc ça vous laisse imaginer le montant quand même de ces pièces. Donc bien entendu, voilà. Donc on a ici des montants assez élevés qui sont atteints par ces différentes pièces. Étudier dans le détail ces montants sur une période chronologique étendue permettrait donc de percevoir plus nettement les caractéristiques qui sont prisées. Ce sont souvent celles qui sont citées aussi dans les comptes rendus de la presse et les indications qu'on trouve mentionnées sur ces catalogues de vente qui sont très succincts, mais qui comportent parfois des mentions du type « c'est la seule statue qui a été découverte près des pyramides » ou sur tel site. Donc certains indices qui nous montrent quels étaient les critères recherchés. Donc de manière très esquissée, on peut dire que le caractère entier de l'objet était recherché, son caractère unique et ou curieux, qui est un adjectif qu'on retrouve souvent dans les catalogues de vente égyptiennes. La présence de hiéroglyphes, en particulier de cartouches, à cette époque où on est encore en train de travailler au déchiffrement de la langue, donc qui sont du coup très recherchés. Pour les sculptures spécifiquement, des critères de beauté, de style, donc les descriptions des sculptures insistent beaucoup là-dessus, la taille et le matériau évidemment. Donc l'exercice peut être fait de manière similaire pour d'autres typologies d'objets, comme les papyrus et les cercueils. Et là, on constate que ce sont manifestement des typologies d'objets qui se revendent plus cher que les fameuses statues. Donc ici, un peu les deux vainqueurs de cette vente Salt, donc l'ensemble funéraire d'Ornegitef, vendu pour un peu plus de 320 livres, et le livre des morts de Kéna, qui est aussi vendu pour 168 livres, et donc une référence aussi au rôle de Ruyvens, qui effectivement à cette époque écumait les salles de vente pour constituer les collections du musée de Leyde, et donc qui a notamment été acheteur lors de la vente Salt. Pour ces objets, bien sûr, le critère principal est la bonne conservation de la polychromie. Donc, en guise de conclusion rapide, je vais essayer de m'attacher un tout petit peu aux acteurs du marché qu'on a eu l'occasion d'évoquer beaucoup ce matin et dans ces premières communications de l'après-midi. Je veux effectivement signaler que de la même manière que pour les antiquités classiques, on a à partir des années 1850 un grand nombre de collections qui passent sur le marché, qui ont été constituées de ventes passées, comme chez Pourtalès Gorgier, qui est acheteur chez Tedna Duvant ou Mimo, ou en Angleterre, Joseph Sams, qui est acheteur lors des ventes Salt, Barker et Burton. Parmi les acheteurs, il me semble intéressant de souligner que certains collectionneurs semblent avoir une spécialisation. Et, il y a eu un problème avec mon image, je suis navrée. Semblent avoir une spécialisation dans les objets collectés. Donc en particulier pour les momies, qui sont souvent lors de ces ventes achetées par les mêmes individus, donc des docteurs ou des hommes de médecine, donc le plus connu bien sûr étant Thomas Joseph Pettigrew, qui était chirurgien et qui est un fameux débandletteur de momies. Donc on trouve de nombreux comptes rendus de ces opérations de débandlettage dans la presse de l'époque, et donc qui achète des momies lors de la vente Salt notamment. L'autre catégorie qu'il me semble intéressant d'évoquer rapidement, ce sont des hommes du livre, éditeurs, bibliothécaires, libraires, linguistes, qui acquièrent de manière avec presque un monopole les papyrus qui passent en vente dans ces années, en dehors des musées bien sûr. Lors de la vente Salt, par exemple, on trouve la mention d'un acheteur qui est M. Longman, donc probablement à mon sens le père ou l'un des deux fils Longman, qui était propriétaire de la maison d'édition du même nom. D'autres acheteurs, Payne and Foss, des libraires londoniens.
un monsieur Thorpe, que je suppose être Benjamin Thorpe, qui est linguiste et fellow de la Society of Antiquaries de Londres, ainsi qu'un dénommé Cochrane, que je propose d'identifier à John George Cochrane, qui est éditeur du Foreign Quarterly Review et bibliothécaire. Donc ces personnages sont à mettre en regard avec le célèbre collectionneur Joseph Sams, qui était également libraire. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant à regarder du côté des papyrus et de ces hommes du livre. Enfin, bien sûr, des professionnels, on va dire, de la vente publique qui émergent avec les rédacteurs de catalogues, comme Dubois que nous avons évoqué, mais aussi un phénomène qui, je pense, mériterait à l'avenir un intérêt accru, c'est le rôle de la maison Sotheby's dans le développement du marché des antiquités égyptiennes à Londres. Donc, Robert de Lacy, dans un ouvrage sur Sotheby's, soulignait que Christie's était à cette période, pour l'aristocratie, je le cite, pour l'aristocratie, la référence en matière de dispersion du patrimoine. Maya Jazanov, quelqu'un qui a travaillé sur justement la question des collections égyptiennes en Angleterre, a dépouillé les catalogues, les ventes Christie's de la période, donc de sa fondation en 1766 jusqu'en 1835, et n'a trouvé que peu d'objets égyptiens. Elle en a conclu que le marché était marginal au regard des autres types de collections. Donc c'est certainement vrai, mais il me semble aussi intéressant de constater que toutes ces ventes dont je vous ai parlé ont été vendues par Sotheby's et non par Christie's. Et je pense qu'il serait intéressant d'essayer de comprendre les raisons en fait de ce phénomène, que pour le moment je ne connais pas. Pour conclure, les liens entre marché, vente publique et musée, comme l'ont souligné à l'instant Negin Mathieu et Isabelle de Cise, doivent également être étudiés dans le domaine des antiquités égyptiennes plus en profondeur. En particulier, je pense, puisqu'à cette période, c'est la période de constitution de la discipline égyptologique, et le monde des collectionneurs éclaire sans nul doute l'égyptologie conduite dans les musées à cette période et mérite, je pense, toute notre attention. Je vous remercie.